Bonjour à toutes et tous. Alors, nous sommes là pour parler des privacy rules. Moi, je suis Pierre Simonin, je suis développeur Bubble freelance, coach Bubble également. Donc vous pouvez retrouver tous mes liens sous mon nom sur le lien Bento affiché pour réserver les séances de coaching, pour voir les replays aussi également de ces lives sur les bonnes pratiques Bubble. Et donc, on va parler des privacy rules, et cette première vidéo a pour objectif de vraiment creuser la théorie sur les privacy rules. Alors, les privacy rules, déjà, c'est quoi? C'est des règles qui se définissent au niveau d'une application Bubble et qui permettent essentiellement de déterminer qui peut accéder aux données de l'application. Qui peut accéder aux données, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Ça veut dire quelle ligne une personne, un utilisateur de l'application peut trouver, quel champ de ces lignes, de ces records, l'utilisateur peut consulter, et quel fichier également stocké dans l'application l'utilisateur peut consulter. Dans une moindre mesure, les privacy rules servent également à déterminer qui peut modifier certains champs de certains records. Donc ça, c'est la raison d'être générale de ces privacy rules. Et je répète encore et encore que c'est vraiment indispensable, les privacy rules. Pourquoi c'est indispensable? C'est indispensable pour sécuriser l'application, c'est aussi indispensable pour bien maîtriser la performance d'une application, parce que définir notamment les contraintes dans un do a search dans l'application ne suffit pas. Juste se dire, on va mettre une recherche où l'utilisateur va accéder à ces données et c'est tout, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des moyens de contourner ça. C'est-à-dire qu'une personne qui a accès à l'application, et si vous ne sécurisez pas les données via les privacy rules, pourra accéder à des données qui ne sont pas les siennes. C'est un poil technique, mais ça ne demande pas non plus des super compétences de hacker. Donc c'est essentiel vraiment pour s'assurer que les bonnes personnes accèdent aux données qui les concernent. Afficher ou ne pas afficher un champ n'est pas non plus une manière de sécuriser les données. Un champ disponible pour un utilisateur, donc disponible via les privacy rules, et il est disponible par défaut s'il n'y a pas de privacy rules qui sont définis, un champ qui est disponible est chargé automatiquement dans le navigateur de l'utilisateur, même s'il n'est pas affiché à l'écran. Ce qui peut être un problème de sécurité, déjà, si on ne veut pas que ce champ soit accessible, mais qui peut être aussi un problème de performance. C'est-à-dire que si un utilisateur n'a pas et n'a jamais besoin d'un champ en particulier, autant ne pas lui donner accès à ce champ, et comme ça permettra de charger des données un peu plus légères dans le navigateur, et donc d'avoir une application plus performante. En bref, on n'est pas là dans un cours de cybersécurité, on va vraiment voir le côté développement sur Bubble. Mais en bref, quand une donnée peut être chargée dans le navigateur de l'utilisateur, alors elle n'est pas protégée. Et ce sont les privacy rules qui permettent de savoir quelles données on autorise à sortir du serveur. Et donc c'est pour ça que c'est une bonne manière, c'est la bonne manière de sécuriser les données, parce qu'on s'assure que les données qui ne doivent pas sortir du serveur n'en sortent pas. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Maintenant, on va voir en pratique comment on s'en sert. Donc, comment peut-on définir une règle? Je vais partager mon écran. Donc, par défaut, sur un data type, là on voit que j'ai un data type project dans mon application, il n'y a aucune privacy rule. Donc il y a marqué ici publicly visible, this type is visible. Donc ce type est visible par tout le monde. Vous pouvez créer une règle si vous voulez restreindre l'accès. Donc je crée une nouvelle règle que j'appelle admin, peu importe. Et à ce moment-là, on va avoir deux catégories. On va avoir une règle ici. Je définis qui elle concerne et ce qu'elle permet. Et en dessous, une règle pour tout le monde. Cette règle everyone else, pour tout le monde, elle existe systématiquement.
Et d'ailleurs, le everyone else est même pas vraiment très pertinent parce que c'est pas tous les autres, c'est vraiment tout le monde, quoi. Même les gens qui sont concernés par les règles du dessus sont concernés par la règle en dessous. Euh, il est possible de créer plusieurs règles. On n'a pas juste admin et everyone else, on peut créer 10 règles différentes si on a envie et besoin de créer 10 règles différentes. C'est pas forcément conseillé pour certaines raisons qu'on verra plus tard. Pour répondre à Olivier, est-ce que ces règles s'excluent ou se superposent? Les règles se superposent. Un utilisateur peut être dans 0 règle à part la règle tout le monde, ou peut être simultanément dans toutes les règles qu'on a définies. Alors, on va prendre quelques règles un peu basiques. Donc on a la règle admin ici. La règle admin, c'est current user is admin. Voilà. On a la règle logged in. Donc logged in, c'est current user is logged in. Donc un utilisateur peut être à la fois logué et admin et everyone else, puisque ça va concerner vraiment tout le monde. Donc là, si moi je suis connecté en tant qu'administrateur, les 3 règles s'appliqueront à la fois. Ce qui fait que je peux vraiment être hyper spécifique sur ce qu'on permet. C'est-à-dire que everyone else, donc tout le monde, concrètement, les gens ne peuvent rien faire. Les gens connectés, ils peuvent à peu près tout faire, sauf l'auto-binding. Et l'auto-binding, ça va être uniquement pour les admins. Voilà. Et ça, on va voir juste après qu'est-ce que ça veut dire tout ça. C'est juste pour donner un peu le cadrage global. Alors Catherine, tu dis qu'elle se superpose, mais avec un ordre, bah, j'ai envie de dire, je vois pas en quoi l'ordre fait quoi que ce soit, parce que à partir du moment où on a un droit par une des règles, on aura la possibilité d'accéder à la donnée. Là, par exemple, moi je suis admin, mais je suis aussi logged in, donc je vais pouvoir voir tous les champs, même si c'est décoché ici. C'est pas l'admin c'est décoché, alors il a accès à rien. Non. C'est j'ai une règle qui me donne accès, alors je peux accéder aux données. Une règle peut annuler une autre fonctionnalité? Bah, à ma connaissance, non. Ça vraiment, ça se superpose. Une règle ne peut pas enlever un droit. Les règles peuvent donner des droits et les droits qu'un utilisateur a vont être la somme des droits que permettent les règles qui s'appliquent à un utilisateur. Donc c'est possible de refuser un droit, mais c'est possible de refuser un droit en s'assurant qu'un utilisateur donné n'ait aucune règle qui accorde ce droit qui s'applique à lui. Donc voilà, Alex, tu voulais dire pas possible. Donc c'est possible de refuser un droit, mais juste en s'assurant qu'on ne le donne pas. On ne peut pas juste dire j'ai une case cochée, une case décochée. Quand j'additionne les deux, il y en a un qui a la priorité. Non, c'est à partir du moment où une des règles s'applique à un utilisateur et accorde le droit, ce droit est accordé. Il y a d'autres règles un peu classiques, c'est l'owner, l'utilisateur qui possède, entre guillemets, un objet y a accès. Donc là, on va mettre une règle owner. Donc ça, c'est voilà, this project, on pourrait mettre creator is current user. Mais en pratique, je recommande plutôt d'avoir dans l'objet systématiquement un champ user. Ou owner, si on veut l'appeler owner. Et plutôt que mettre creator, on va mettre le owner qui est stocké dans l'objet. Pourquoi je fais toujours comme ça? Parce qu'en fait,
le creator, le created by, il n'est pas toujours appelé de la même manière selon où on regarde, il a ses limites. C'est-à-dire que ça ne marche que si l'utilisateur a effectivement créé l'objet dans l'interface, en fait. Sauf que des fois, on a des imports un peu spécifiques, on a des objets qui sont créés par l'admin, on a tout un tas de choses qui font que certains objets qu'on veut associer à un utilisateur ne seront pas créés par l'utilisateur. Et ça, c'est pas forcément facile, ni même possible à anticiper. Donc c'est pour ça que vraiment je prends l'habitude de toujours mettre l'owner, le user, dans l'objet explicitement. Comme ça, je fais référence à ce champ et, in fine, qui a créé vraiment le record n'a plus d'importance. Et donc pour répondre à Catherine, donc une règle n'enlève pas de droit. Les règles peuvent accorder des droits, mais le concept de enlever un droit n'existe pas. C'est vraiment, on additionne les droits qui sont accordés. Et après, il y a un autre type de règle assez classique, c'est une règle publique. Donc, public, c'est le statut d'un objet est public. Voilà. Donc ça, c'est des règles très classiques. Les admins ont le droit de faire ça, les utilisateurs enregistrés ont le droit de faire ça, les owners, les propriétaires d'une donnée ont le droit d'y accéder. Si la donnée est publique, alors elle est visible. Ça, c'est des modèles très très basiques. On verra dans les prochaines vidéos des modèles beaucoup plus avancés selon les cas de figure. Je précise juste que donc everyone else, là tout ce qui est en bas, donc comme on le disait, c'est pas vraiment everyone else, c'est en fait everyone. C'est vraiment tous les utilisateurs. Connectés, pas connectés, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur votre application, qui n'est pas connectée, qui n'a jamais créé de compte, etc., elle est couverte par ce everyone else. C'est pas juste les utilisateurs connectés. Voilà, si vous voulez vraiment donner des droits spécifiques aux utilisateurs connectés, il faut faire une règle pour ça, et dans ce cas-là, tous les autres n'auront pas les droits. Voilà. Pour bien comprendre la logique avec laquelle s'empilent, s'additionnent ces différents droits. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concrètement comment on va définir les droits. Donc, quand on crée une règle, on a ici le when, la règle, à qui cette règle s'applique et sur quel records, on va y revenir juste après. Et en dessous, les cases à cocher. Alors, j'ai montré très très rapidement, mais là, on va creuser un peu ces cases à cocher. Concrètement, quel droit est-ce qu'on peut accorder via les privacy rules? Je prends juste la remarque de Sil. Un utilisateur déconnecté reste un utilisateur sur Bubble avec un unique ID. Effectivement, et c'est un point hyper important à avoir à l'esprit quand on gère des privacy rules, c'est que les utilisateurs, même s'ils n'ont pas créé de compte, sont des utilisateurs pour Bubble. C'est des utilisateurs not logged in, mais ce sont des utilisateurs dans lesquels on peut stocker des informations aussi. Et ça va être hyper important pour certains cas d'usage qu'on verra dans une vidéo un peu plus tard. Et pour répondre à la question de Super Ragout sur Flusk, ce sera juste à la fin de cette partie théorique. Donc Catherine qui nous dit « Attention aux ouvertures dans les mailles du filet ». Oui, enfin, c'est un peu le... Là, on va voir la théorie, comment ça fonctionne, mais effectivement, il faut vraiment garder à l'esprit que ce que l'on définit ici, c'est quelque chose d'essentiel, ça va définir qui a accès à quoi, et il faut le faire intelligemment, il faut vraiment y réfléchir, il faut s'assurer qu'on ne donne ni trop peu d'informations pour que l'application
marche comme on veut. Alors, donc on en était sur les droits. Donc là, on va oublier le contexte, les différents droits, etc. On regarde juste une règle. Notre règle, elle est admin. Ça s'applique aux utilisateurs admin. Concrètement, quels droits on a la possibilité de donner aux utilisateurs admin? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc, Catherine demande si des outils pour tester les données disponibles au public. Oui, Flusk, justement, on y reviendra un peu plus tard. Donc, les admins, on voit que concrètement, il y a 4 grandes catégories. Il y a le View All Fields, Find This in Searches, View Attached Files, Allow Auto-Binding. View All Fields, littéralement voir tous les champs. Si je le coche, comme son nom l'indique, les personnes qui sont dans cette règle-là et pour les records concernés par cette règle-là, on reviendra sur cette nuance juste après. Et donc, pour tout ce qui est concerné par cette règle, on pourra voir tous les champs. Donc, tous les champs qui sont définis dans mon data type, ici, je peux en avoir 1, 2 ou 150, tous ces champs seront visibles à partir du moment où la case est cochée. Si je décoche la case, je peux sélectionner individuellement les champs que je veux rendre visibles. Je peux dire, ils auront accès juste au name, ou à rien du tout. Si je coche rien, aucun accès au champ. Donc voilà, la possibilité d'afficher ou pas certains champs. Typiquement, vous faites une application e-commerce sur une commande, il y a des champs qui seront visibles par les clients et d'autres non, parce que ce sera des champs pour l'admin qui indiquent voilà, où on en est dans le traitement admin, etc. Ce sont les choses qui ne concernent pas forcément les clients. Donc les clients, eux, auront juste accès aux champs qui les concernent. Le deuxième droit, c'est Find This in Searches. Alors, celui-là, il est un peu subtil. Donc, ce que ça fait concrètement, ça c'est assez facile, c'est que quand la case est cochée, si on fait un do a search, on peut trouver concrètement les records. Si la case est décochée, on ne peut pas trouver les records avec un do a search. Mais il faut comprendre exactement ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que, concrètement, on pourra chercher avec des contraintes, même sur des champs qui ne sont pas visibles. Si je dis que dans cette règle-là, on a accès uniquement au nom, mais que dans mon app, je fais une recherche do a search avec un paramètre sur le owner, cette recherche marchera. On peut chercher sur des champs qui ne sont pas accessibles à l'utilisateur. On fait une recherche sur le owner et dans le record qui remontera de la base de données, le owner n'apparaîtra pas, mais on arrivera effectivement à filtrer sur le owner. Ça, c'est un truc un peu subtil, pas forcément intuitif, mais honnêtement, d'expérience, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, parce que en fait, dans la plupart des cas, c'est comme ça qu'on a envie que ça marche, quand on développe. Donc oui, on pourrait se dire, on a un Find This in Searches avec, on définit sur quel champ on peut chercher, mais dans la mesure où on ne peut pas définir sur quel champ on cherche, mieux vaut qu'on puisse chercher sur tous les champs que sur tous les champs visibles. Alors... Give me a tiebreak qui demande si Bubble a changé les choses aux privacy rules. Pas à ma connaissance. Après, Bubble est en permanence en train de changer les choses, de corriger des bugs, parfois d'en introduire de nouveaux. Là, il faudrait vraiment regarder ton app en détail, mais ce que je suis en train de présenter, j'aurais fait la même présentation il y a 1 an, j'aurais dit la même chose, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a rien qui a changé vraiment récemment en la matière.
Après, j'aurais fait la même présentation il y a un an, j'aurais peut-être pas dit la même chose vraiment parce que mes compétences et connaissances ont évolué, mais en tout cas, les choses à savoir, elles, n'ont pas du tout bougé. Salut Mickaël. Donc, pour répondre à Super Ragout, le find in search, donc quand on coche ça, quand on coche le find in searches, on pourra faire des do a search, donc faire des recherches en base de données sur tous les champs, mais les résultats qui remonteront ne contiendront que les champs auxquels on a effectivement accès via ce premier paramètre, donc soit view all fields, donc voir tous les champs, soit uniquement les champs que l'on a cochés. Ensuite, troisième droit, bon, ça, on va le cocher pour gagner un peu de place. Le troisième droit, c'est View Attach Files, voir les fichiers attachés. Alors ça, c'est probablement celui qu'on utilise le moins souvent, mais qui dans certains cas est hyper utile. Si je coche ça, comme son nom l'indique, on pourra voir les fichiers qui sont attachés au record, à la ligne dans la base de données, voilà, quand on a accès via cette règle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va mettre dans l'application des fichiers, des images, via par exemple un file uploader, on a la possibilité dans la configuration du file uploader de cocher une case pour dire « je veux lier le fichier à un data type, à un objet en base de données ». Et concrètement, ça voudra dire qu'à partir de ce moment-là, et je crois qu'on ne peut pas du tout le changer, à partir de ce moment-là, les personnes qui peuvent accéder à ce fichier sont uniquement les personnes qui auront accès aux records liés en base de données. Donc si vous supprimez le record, plus personne n'a accès au fichier. Et voilà, concrètement, si vous avez dans la table projet un champ facture qui est un fichier, si à l'upload de la facture, je dis je veux lier ma facture à mon projet, seules les personnes qui ont effectivement, via les privacy rules, accès à ce projet auront accès au fichier de la facture. Tous les autres seront dans l'incapacité d'y accéder. Mais il faut bien comprendre que avoir ici le fichier, donc facture, c'est invoice file, donc c'est un fichier, voilà, j'ajoute la facture dans mon projet. Le fait de juste avoir un fichier ici n'est pas suffisant pour que le view attach file ait un impact. Il faut vraiment qu'au moment de l'upload, on dise ce fichier, je veux le lier à mon objet. Donc voilà, vraiment avoir à l'esprit cette distinction. Il ne suffit pas que le fichier soit dans un champ de la base de données. Il faut vraiment qu'à l'upload, on fasse cette manipulation supplémentaire. Et enfin, le dernier, Allow Auto Binding. Donc l'auto binding, c'est une fonctionnalité qui permet de modifier en live des champs. Sur la plupart des inputs, ça peut être un input, un multi-line input, un drop-down, etc. On a une case Enable Auto Binding. Donc quand on active l'auto binding, ça permet de modifier un champ directement sans passer par un workflow. Ça permet l'enregistrement en temps réel, ça permet aussi de gagner du temps sur le développement. Quand on met de l'auto-binding partout, ça allège grandement les workflows qu'on fait, la maintenance, etc. Ça peut demander un peu plus de workload unit aussi au fonctionnement de l'app, donc c'est un arbitrage à faire et c'est pas forcément le sujet de ce live. Mais cet auto-binding, dans tous les cas, n'est possible que si l'objet, le record qu'on est en train de modifier, a un droit, donc pour l'utilisateur actuel, auto-binding sur le champ qu'on est en train de modifier. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait parce que si je mets un drop-down et que je dis, mon drop-down, je veux
un auto-binding sur le status, si c'est pas possible, s'il y a aucune règle d'auto-binding du status définie dans les privacy rules, Bubble affiche un message d'avertissement en disant attention, vous voulez modifier quelque chose par auto-binding, mais il n'y a pas de règle qui permette de le faire. Sachant que le fait de définir au moins une règle, donc le fait de ne pas avoir ce message d'avertissement, n'est pas forcément suffisant, parce que peut-être que dans le front de votre app, il y a des gens qui auront accès à ces champs d'auto-binding qui, dans les privacy, n'ont pas le droit de faire d'auto-binding. Donc ça, c'est à vous, après, de l'adapter, soit côté privacy, soit côté front. Mais là aussi, quand vous essayez de faire ça alors que vous n'avez pas le droit, il y a une pop-up qui s'ouvre dans l'app, dans le front de l'app, qui dit attention, vous n'avez pas le droit de modifier ce champ. Et donc là, c'est dans l'éditeur qu'il va falloir corriger tout ça. Donc ça, c'était pour le passage en revue des droits qu'on peut donner. Donc concrètement, quel champ on peut trouver? Est-ce qu'on peut trouver dans une recherche ou pas? Donc je précise que oui, quand même un point important. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas find this in searches? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai le record ID, l'ID bubble d'un record, j'ai le droit d'y accéder. Je n'ai pas le droit de le trouver via une recherche, mais j'ai le droit d'y accéder quand j'ai son record ID. Après, si j'ai son record ID, mais que il n'y a aucune case cochée ici, là, dans les view all fields et dans les champs visibles, je vais récupérer concrètement un record vide. Si j'ai un record ID, je peux toujours techniquement récupérer ce record, mais si j'ai aucun droit, je récupère un record vide, ce qui concrètement n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a des cases qui s'ajoutent dans le cas d'un accès via le Data API. Non, j'avais pas prévu d'en parler, tu fais bien de me le dire. Enable Data API. Hop. Alors attends, est-ce que ça c'est bon? Ah, Data API, il faut le cocher ici. Voilà. Donc là maintenant, effectivement, j'avais totalement oublié que ça existait et tu fais bien de me le dire, Cécile. Quand vous activez le Data API, c'est-à-dire que vous permettez à des utilisateurs externes d'accéder aux données via l'API, alors l'accès aux données sera défini concrètement par les deux droits que vous donnez ici, enfin les trois en fait. View all fields, find this in searches, view attached files. Donc quel champ, quelle recherche, quel fichier on a le droit de voir, ça c'est défini par les privacy rules normales. L'auto-binding, ça n'a pas de sens dans le cadre de la Data API. Et ensuite, on peut définir les droits CRUD, donc enfin plutôt CUD, parce que le R il est ici. CRUD, ça veut dire Create, Read, Update, Delete. Donc Create, il est là. Read, c'est les trois qu'il y a ici. Update, c'est Modify. Delete, c'est Delete. Donc voilà, on peut définir effectivement ce qu'on a le droit de faire via l'API. J'avais totalement oublié que ça existait parce que moi, j'avoue que je n'utilise quasiment jamais la Data API. Je l'utilise un peu quand je suis le seul utilisateur de la Data API, mais pour les utilisateurs, je mets en fait toujours des API workflow où je définis moi-même les vérifications, je définis moi-même ce qui ressort, sous quelle forme, est-ce que les gens vont avoir le droit de le faire. Ça me semble beaucoup plus flexible et sûr dans la mise en place. Après, c'est sûr que la Data API a le mérite de nous permettre de faire des choses rapidement et efficacement. Mais ouais, c'est plus pour son utilisation à soi ou pour prototyper rapidement. Mais c'est vrai que dans le cadre de la vraie utilisation d'une application, ça va souvent avoir ses limites. Alors, oulala, j'ai du retard dans le chat, moi.
Est-ce que tu vas parler des recherches X, Y, Z? Give me a tie break. Je veux bien que tu me détailles ce point, je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles. Ah, tu prépares l'assertive bubble. Ouais, j'ai pas fait l'assertive bubble, j'avoue que j'en ai pas eu besoin pour l'instant et pas du tout le temps de m'en occuper donc mais ouais, l'assertive bubble est effectivement l'occasion de bien potasser la doc puisque concrètement c'est un QCM, très poussé sur la documentation bubble. Donc, on a vu, comment fonctionnait cette logique de règles qui, ne sont pas exclusives, mais qui en fait s'empilent, s'additionnent, les unes les autres. On a vu quels droits on pouvait donner. Maintenant, on va voir concrètement quel est le périmètre de chacune de ces règles. Comment on définit le public d'une règle. On a vu des cas très basiques. Voilà comment marche l'admin. Généralement, l'admin, pour être un peu plus tranquille, je mets qu'il est logué et qu'il est admin, pour être un peu plus sûr. Je suis pas totalement certain que ce soit indispensable, mais bon, je me dis que ça fait pas forcément de mal. Donc logged in, il y a une règle pour ça, current user is logged in, l'owner, donc on va chercher ça et en fait, on voit qu'on a des différents outils, qui nous permettent de définir, des règles. Pour comprendre comment on définit ces règles, il faut bien comprendre que, les privacy rules, sont en fait une règle à la croisée entre un utilisateur et un objet, une ligne dans notre base de données. Et la question à laquelle répond, les privacy rules, ce à quoi ça sert, c'est est-ce que cet utilisateur a le droit d'accéder à cette ligne? Ou plus précisément, c'est quels sont les droits de cet utilisateur vis-à-vis de cette ligne? C'est une privacy rule, ça veut dire ça. Quels sont les droits de cet utilisateur vis-à-vis de cette ligne? Donc, on va pouvoir utiliser l'objet qu'on est en train de regarder, par exemple un projet dans le cas, et le current user, l'utilisateur qui est en train de regarder. Et je rappelle que c'est valable même si l'utilisateur n'est pas logué, même si l'utilisateur n'a jamais créé un compte. Ouais, give me a tie break, là, donc sur les exemples très concrets comme ça, ce sera l'objet des vidéos suivantes, c'est-à-dire, un peu plus tard dans ce live. Là, on est vraiment sur la théorie, un peu plus générale, mais on va effectivement rentrer dans ce détail. Et OK, je comprends ce que tu voulais dire sur le X, Y, Z, du coup, maintenant avec ton exemple. Donc, on peut accéder à ces 2 objets et à leur champ. L'objet, la ligne de base de données qu'on est en train de regarder et l'utilisateur actuel. Et pour faire le lien entre ces 2 objets, on va avoir des opérateurs logiques. Is logged in, is not logged in, ça on l'a déjà vu. Égal, différent. Par exemple, project owner is current user, ça veut dire project owner égale current user, mais on pourrait aussi dire is not. Je vois pas trop quel est le sens de cette règle, mais pourquoi pas. On a aussi des opérateurs is empty, is not empty. On peut donner des droits seulement sur les objets pour lesquels tel champ est vide ou alors non vide. Il y a des cas dans lesquels ça peut avoir du sens. En revanche, ça ne marche pas pour les listes. On ne peut pas dire est-ce que telle liste est vide ou non vide. On ne peut pas faire d'opération sur les comptes de ces listes. Donc si vous avez une règle qui s'applique uniquement si une liste est vide ou non vide, il va falloir faire un champ booléen à côté dans le data type pour stocker cette information, liste vide ou non, pour vos privacy rules. Alors Catherine demande si on connaît la bubbleology. Non, ça ne me dit rien du tout. Donc parmi les opérateurs logiques dont on dispose, il y a le contains, doesn't contain. Uniquement dans les listes, on n'est pas en train de regarder des... Ah si, on peut le faire dans les textes aussi.
je crois. Non. Non, on ne peut pas faire dans les textes, c'est bien ce qui me semblait. Donc, contains, doesn't contain, c'est vraiment juste dans les listes. Est-ce que telle liste contient un élément ou ne contient pas un élément? On peut également avoir du AND et du OR, donc les opérateurs logiques et ou qui permettent d'aller combiner ces opérations. Par exemple, ici, l'utilisateur est logué et l'utilisateur a une propriété isAdmin qui est égale à yes, égale à true. C'est un booléen. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, on ne peut pas accéder aux attributs d'un option set. Souvent, ce que je fais, c'est que dans mes statuts, donc les statuts, c'est toujours un option set, et dans mes statuts, je vais avoir un attribut, ou plusieurs, qui vont permettre d'interpréter certains états en fonction du statut. Donc là, j'ai un état isPublic. Est-ce que mon objet est public quand il a ce statut-là? Le statut public, l'attribut est isPublic, yes. Le statut private, donc isPublic, no. Et dans le cadre d'une modération a posteriori, par exemple, on peut se dire que au statut to be moderated, l'objet est public. Donc isPublic vaut yes. Et ça, c'est très pratique parce que ça fait que, notamment, dans vos recherches, dans vos contraintes, dans votre front, au lieu de donner des contraintes sur chaque statut indépendamment, le statut est égal à public ou le statut est égal à to be moderated, vous pouvez mettre le statut a pour attribut isPublic, yes. Ça simplifie énormément les choses, mais ce n'est pas possible dans les privacy rules. Dans les privacy rules, ici, project status, vous n'avez pas accès à l'attribut isPublic ou à n'importe quel attribut. Donc là, dans les privacy rules, vous serez obligé de dire isPublic or this project status is to be moderated. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. C'est une des petites limites des privacy rules, et c'est dommage parce que c'est pas vraiment une limite qui est justifiée par des performances ou autre. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux en la matière. Mais bon, c'est pas dramatique, mais juste, il faut le garder à l'esprit. Deuxième chose qu'on ne peut pas faire, c'est comparer des listes. Un truc qu'on a toujours envie de faire, mais qu'on ne peut pas faire via les privacy rules, c'est un intersect. Si la liste des projets, dans l'exemple qui était donné par Give me a tie-break, donc on se dit, on a un thread, donc un fil de discussion, on a une table des messages qui appartiennent à un fil de discussion, et on a une table des users. Un message appartient à un thread, et un user, potentiellement, dedans, on va stocker la liste des threads dont il fait partie. Et on pourrait se dire, ce message, le user y a accès si non, là c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce qu'un message sera pas dans plusieurs threads. Donc non, c'est pas un exemple qui marche. Attends, qu'est-ce que tu disais, toi? Usage creator et contain by related thread. Non, je suis pas sûr d'avoir compris ton point. Mais bref, si vous vous dites que je veux comparer deux listes, un utilisateur est dans plusieurs espaces de travail et on veut savoir si tel objet qui a lui-même plusieurs espaces de travail, il y a quelque chose qui match, bah, on peut pas dire est-ce qu'il y a un espace de travail qui est à l'intersection des deux. On ne peut pas dire non plus est-ce que telle liste contient telle autre liste. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est en pratique une des plus grosses limitations au quotidien des privacy rules. Ça oblige à faire un peu de gymnastique parfois. Et on ne peut pas non plus
enfin, on peut faire des règles de proche en proche. Si vous dites que, maintenant, en fait, on va avoir des factures ici et que, donc une facture, Xavier va râler, mais c'est comme ça qu'on fait dans Bubble. Une facture est dans un projet et un projet contient des factures. Alors à ce moment-là, et on va se dire un projet, un user, des projects. Je fais un truc, je prétends pas du tout que c'est optimal, hein. C'est juste, c'est vraiment juste pour la démo. User, où est-ce que j'ai mis? Non, je me suis trompé, je voulais mettre ça dans le user. Ici, current users, projects. Ah oui, non. Ça marche pas parce que... Ouais, ça a marché qu'avec des champs singles. Bon, je vais pas trouver là comme ça un exemple parlant. Mais en gros, vous pouvez dire, vous pouvez définir une règle sur un champ d'un champ. Si un champ est lié, par exemple, l'invoice est lié à un projet, vous pouvez faire une règle sur un champ du projet dans l'invoice, dans la facture. Mais il faut savoir que les règles qui fonctionnent sur cette logique-là ne permettent pas d'accorder le droit find this in searches. Ça ne permettra pas de faire des recherches. Et ça, c'est pour des raisons de performance. Parce que c'est des privacy rules qui sont assez lourdes à calculer. Donc, quand on sait ce qu'on veut récupérer et que on a juste besoin d'appliquer sur un record la règle, ça va. Mais quand on fait une recherche dans toute la base de données et qu'il faut qu'on calcule ça sur chaque record, concrètement, en termes de performance, c'est pas viable et c'est pour ça que Bubble ne le permet pas. Je rattrape un peu ce que vous disiez. Donc je te rejoins, Xavier, sur le fait que maîtriser les privacy rules, il y a une certaine complexité, mais ça permet d'aller loin et je trouve que c'est un bon compromis qui permet de faire des choses assez poussées sur les autorisations sans entrer dans des structures de base de données hyper complexes à appréhender pour des gens. Bon, en fait, on s'est géré via un système qui lui-même est complexe, mais je trouve qu'en pratique, c'est plutôt bien utilisable. Quand on a l'habitude de bosser sur Bubble, pour moi, les privacy rules, c'est quelque chose qui est plutôt pratique et qui marche plutôt bien. Après, sur certains types d'app, ça rencontre un peu ses limites et on verra ça plus en détail tout à l'heure. Et évidemment, je m'attendais à ta remarque sur les tables de jointure là, entre les projets, les factures. C'est une des limites des privacy rules, c'est que, enfin, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas toujours des tables de jointure dans Bubble. On en utilise dans plein de cas, mais dans d'autres cas, on n'en utilise pas, parce que s'il fallait définir les privacy rules pour ces tables de jointure, ce serait un casse-tête innommable. Donc déjà, Bubble, concrètement, dans certains cas, nous oblige à ne pas utiliser les tables de jointure et à faire notamment des listes dans un record. Oui, après Catherine nous dit, donc il y a une table projet, une table facture et une table de jointure entre les deux. Mais voilà, des fois on fait ça, des fois on fait autrement. Ça va vraiment dépendre de...
dépendre du cas de figure et de ce qu'on cherche à faire. Xavier dit que c'est la bonne méthode. Je suis d'accord en développement traditionnel. Dans Bubble, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, l'exemple qu'il y avait, this message, related threads, related users, voilà, ok. On liste les users dans un thread. Donc, si on veut récupérer les users qui appartiennent au thread, qui appartient au message, en fait, on ne peut pas autoriser la recherche. C'est effectivement un bon exemple. J'arrivais plus à remettre les choses dans le bon ordre. C'est un très bon point. C'est pour ça que, en fait, machinalement, je suis parti sur l'autre solution qui justement permet de contourner ça. C'est que je vais plutôt que de lister les users dans le thread, je liste les threads dans le user. Et du coup, on peut utiliser les privacy rules. C'est pas forcément idéal pour tout un tas de raisons, mais en fait, on n'a pas plus que ça le choix, parce que, encore une fois, les privacy rules de Bubble nous obligent à fonctionner comme ça. Alors attends, Michael nous dit: «J'en utilise jamais sur Bubble». Tu parles pas des privacy rules, j'espère? Donc on a fini là le logique de construction de l'opération when. Des fois, on a des choses beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. Ah, d'accord, Michael n'utilise pas l'étape de jointure. En vrai, il y a des cas où c'est très pratique et on en verra quelques-uns d'ailleurs, dans les vidéos juste après. Mais c'est beaucoup moins utilisé et utilisable sur Bubble que dans beaucoup d'autres outils, y compris des outils no-code, low-code. Sur Xano, par exemple, c'est la bonne manière de faire comme en développement standard, clairement. Mais sur Bubble, c'est un peu différent parce que Bubble, pour le meilleur et pour le pire, a sa propre logique. C'est voilà, c'est vraiment un langage à part entière, apprendre Bubble. Donc, voilà pour la manière dont on définit ces règles. Je rappelle que vraiment la logique, c'est qu'on a un user et on va regarder un par un les lignes dans la base une par une les lignes dans la base de données pour dire: «OK, concrètement, à partir de ça, est-ce que cette ligne utilisateur a le droit d'y accéder, a le droit de voir tes champs, et cetera». Ensuite, on passe à la suivante, on passe à la suivante et c'est cette expression qu'on définit dans les privacy rules qui va définir la logique avec laquelle justement on va regarder ces règles les unes après les autres. Sachant que en soi, les privacy rules ne sont pas forcément suffisantes, même si vous avez des privacy rules qui sont bien définis, si vous cherchez uniquement, les objets liés au user, ce sera beaucoup plus lourd de faire: «OK, récupère-moi tous les projets» et on sait que seuls les projets liés au user, remonteront parce que les privacy rules, sont définis comme ça. Mais en fait, ça va pas du tout être efficace, ça va être très lourd, la recherche va être longue et consommer beaucoup de workload units. Alors que si vous dites, là, on veut afficher tous les projets du user, même si on sait que le user ne peut accéder qu'à ces projets, on va mettre une contrainte dans le duo search pour dire je veux vraiment les projets de ce user, parce que comme ça, si les privacy rules évoluent, déjà au moins au bon endroit, on a la bonne recherche, mais aussi ce sera beaucoup plus efficace. Et la raison pour ça, j'imagine, c'est que en fait, dans une recherche, Bubble va d'abord regarder est-ce que le record rentre dans le résultat de ma recherche, et ensuite, s'il rentre dans le résultat de la recherche, il va regarder les privacy rules pour dire ok, mais est-ce qu'on a le droit de le récupérer via cette recherche, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire remonter via cette recherche. C'est comme ça, a priori, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne, et c'est logique parce que les contraintes des recherches sont appliquées bien plus efficacement que les privacy rules qui, elles, mettent en œuvre des logiques un poil plus complexes.
Donc Michael demande le mieux c'est quoi? Est-ce qu'on fait les privacy rules au fur et à mesure du dev ou une fois que tout est bien posé? Le plus tôt possible. Ça veut pas forcément dire que c'est le premier truc qu'on fait, ça va dépendre, mais on y revient juste après. On arrive bientôt à la fin de la théorie. Le dernier gros morceau de cette théorie, c'est où est-ce que ça s'applique? Dans quel cas les privacy rules s'appliquent? Dans quel cas les privacy rules ne s'appliquent pas? Les privacy rules s'appliquent systématiquement en front. Quand un utilisateur est sur l'interface, voilà, je retourne sur mon application outil no-code développée sur Bubble, qu'est-ce qui est affiché ou pas, qu'est-ce qui peut remonter ou pas, ça utilise et ça utilisera toujours mes privacy rules. Et je le rappelle, qu'on soit connecté ou pas. Deuxième chose, c'est les API Workflow, donc que vous pouvez maintenant trouver ici dans Backend Workflow, potentiellement après avoir activé l'option dans les settings, si vous n'avez pas cette page. Et là, mes API Workflow vont utiliser, s'ils sont déclenchés par un utilisateur depuis le front ou depuis l'API via un de ces tokens, on ne va pas forcément entrer dans les détails, mais s'ils sont déclenchés par un utilisateur et détectés par Bubble comme tel, alors les privacy rules s'appliqueront. Sauf, donc là on va créer un API Workflow, ça s'appliquera, sauf si je coche la case Ignore privacy rules when running the workflow, ignorer les règles en faisant tourner le workflow. Donc, comme son nom l'indique, quand on coche cette case, le user peut tout faire, enfin le workflow concrètement peut tout faire, des recherches, accéder à des champs, etc. Bubble ne vérifiera pas si les privacy rules sont vérifiés ou pas. Et honnêtement, c'est une case que je coche dans la plupart de mes backend workflows parce que, en fait, dans le backend workflow, je maîtrise déjà ce qui s'y passe. Donc, il n'y a pas forcément besoin que Bubble prenne le temps et les ressources pour vérifier ces privacy rules. En revanche, il y a d'autres cas où les privacy rules ne s'appliquent pas. Si je crée un database trigger event qui, dans la nouvelle interface des workflows, s'appelle When a thing is modified, dans les database trigger events, les privacy rules ne s'appliquent pas. Peu importe quels sont les droits de l'utilisateur, on pourra accéder à tous les champs dans ce database trigger event. Également les API workflow, soit avec la case Ignore privacy rules qui est cochée, ça on vient de le voir, les workflows qui sont déclenchés en bulk depuis l'éditeur. Alors, workflow déclenché en bulk, ça veut dire je vais dans AppData et sur un data type project, je vais déclencher un workflow. Donc là, si mon workflow test prend pour unique paramètre, c'est important, unique paramètre un projet, pas une liste, je peux aller dans ma data project et je vais faire un bulk en déclenchant test. Et à ce moment-là, je vais faire tourner ce workflow-là sur la totalité de ma vue en cours. Pas forcément la totalité de la base de données, mais si je crée une vue avec des contraintes, etc., mon bulk va tourner sur toute la vue en cours. Et à ce moment-là, c'est déclenché par l'admin, donc les privacy rules ne s'appliquent pas. Mais les API workflow, à condition de cocher la case Expose as a public API workflow, on a la possibilité de les déclencher depuis l'extérieur. Et depuis l'extérieur, on peut les déclencher soit en tant qu'utilisateur, en utilisant un token de l'utilisateur, soit on peut les déclencher via un token API qui a été généré là dans les settings de l'app. Si c'est déclenché par un token API, on considère que c'est déclenché là aussi par l'admin, et donc à ce moment-là, les privacy rules ne s'appliquent pas. Xavier qui demande comment tu contrôles en back, du coup, on peut, dans les conditions du workflow et des actions, etc., mettre toutes les conditions qu'on veut. Des fois, ça peut être pertinent de garder les privacy rules, et des fois non. Ça, c'est vraiment au cas par cas.
Est-ce qu'on peut éviter les privacy rules pour une action en particulier? Dire: «Là, uniquement pour cette action dans un workflow, j'applique pas les privacy rules». Pas directement, il faudra forcément pour ça déclencher un API workflow qui a la case ignore privacy rules, qui est, cochée, et à ce moment-là, ça ignorera bien les privacy rules. Donc Mickaël qui dit: «Via les authentifications des call API», je pense avoir répondu à cette question. Si c'est pas le cas, si c'était, autre chose, n'hésite pas. Laetitia qui demande: «Est-ce qu'on peut faire les privacy rules génériques?» Bah, on peut faire les privacy rules génériques, en fait, c'est le, everyone else. Donc ça, c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'applique à tout le monde, indépendamment de est-ce que les autres privacy rules sont vérifiés ou non? Heu, donc oui, c'est dans ce sens-là, il y a des privacy rules génériques. Heu, Après, si tu imagines quelque chose plus au niveau de l'app et indépendant des data types et cetera, non, ça n'existe pas et ça me semble être plutôt une bonne idée, que ça n'existe pas dans Bubble. Et donc dernier point, c'est la vérification des privacy rules. On en a rapidement parlé, heu, ici. Donc on va supprimer ça. On voit que là, j'ai des data types où il y a marqué publicly visible et des data types avec privacy rules applied. Ça ne veut pas dire, le fait qu'il y ait marqué privacy rules applied, ça veut dire qu'il y a au moins une règle de privacy qui est définie. Ça ne veut pas dire que cette règle est bien définie, mais ça ne veut même pas dire que les utilisateurs de l'app n'ont accès à rien. Là, concrètement, si je dis everyone else peut tout faire, c'est-à-dire tous les utilisateurs de l'app, concrètement, peuvent tout faire, et en fait, mais tout ce qu'il y a au-dessus, finalement, ne servira à rien parce que tout le monde peut tout faire. Je vois qu'il y a quand même marqué privacy rules applied, alors qu'il y a cette carte blanche qui est laissée aux utilisateurs. Donc, le fait qu'il y ait marqué privacy rules applied n'est en aucun cas une garantie que l'app est sécurisée. Donc, pour vérifier visuellement dans l'application, la première chose à faire, si on veut vérifier rapidement que tout va bien, c'est on ouvre chaque data type individuellement et on va voir everyone else. Qu'est-ce que les utilisateurs lambda, logués ou pas, vont avoir le droit de faire? Et ça, sécuriser ce point-là, c'est vraiment la priorité. Mais après, évidemment, ça ne dispense pas de regarder, privacy rule par privacy rule, quels sont les droits qui sont accordés, quel périmètre qui est donné, pour vérifier que ça correspond bien. Mais voilà, c'est un travail, minutieux, mais que personne ne pourra faire à votre place, parce que vous êtes la seule personne, ou la seule équipe à savoir vraiment ce que vous voulez dans les privacy rules. Mais il existe quand même, un outil, Flusk. Vous pouvez y accéder à app.flusk, flusk.eu, qui permet, entre autres, de monitorer les apps de manière assez efficace, mais qui permet, entre autres, de vérifier, les privacy rules, et notamment qu'il n'y a pas des champs, sensibles qui vont être exposés. Donc concrètement, dans Flusk, vous allez commencer par évaluer les champs de vos tables. Vous allez dire: «OK, dans telle table, dans telle data type, voilà les champs qui peuvent être publics, voilà, les champs, qui doivent être privés», et ensuite, Flusk va vous dire: «OK, bah, est-ce que vos champs publics sont bien, est-ce que vos champs privés sont bien protégés ou pas?» C'est assez utile pour en avoir une idée assez rapidement, mais même si l'outil est pas parfait. En attendant, il est pas parfait pour ça, mais c'est un outil très, très intéressant. C'est un outil indispensable de mon point de vue pour tout développeur et toute développeuse Bubble, et ça l'est d'autant plus que maintenant Flusk est gratuit. Ça a été payant pendant un certain temps, mais ils ont été rachetés, heu, par Bubble, à l'automne dernier, et maintenant c'est accessible gratuitement, donc c'est pas forcément trop mis en avant dans l'interface et cetera. Ça reste un outil à part aujourd'hui, mais c'est gratuit, donc vraiment, si vous utilisez, si c'est juste une app pour en bidouiller et tout, c'est pas dramatique. Mais si c'est une vraie app que vous avez en prod, vraiment, vraiment utilisez Flusk. Ça me paraît assez indispensable.
Donc Laetitia qui disait plus par profil utilisateur, ouais. Alors la logique de, quel profil pour les utilisateurs, donc il y a cette logique assez classique de, est-ce que l'utilisateur est admin ou pas? Mais sinon, des choses un peu plus avancées, on verra ça dans les vidéos suivantes, un peu plus tard dans ce live. Là, maintenant déjà, c'est, le moment de conclure, cette phase de théorie, donc conclure la première vidéo, de ce cycle sur les privacy rules. Concrètement, donc pour répondre à Michael, me semble-t-il, qui posait la question un peu plus tôt, les privacy rules, elles se conçoivent déjà dès le début. Si on n'y réfléchit pas dès le début, on peut, à un moment ou à un autre, avoir à tout refaire, ou du moins une bonne partie, parce qu'en fait, la structure des données n'est pas adaptée. Il y a certaines fonctionnalités qui peuvent sembler toutes bêtes, qui vont être extrêmement difficiles à implémenter, à cause de ces privacy rules. Parce que vous allez vous dire: «Mais en fait, juste, je veux donner accès à ces données, mais juste à certaines personnes et elles sont sensibles, il faut que ce soit bien sécurisé». Et en fait, les privacy rules, pour le faire, parce que la structure de données est un peu complexe, seront difficiles à mettre en place. Il faudra vraiment avoir une structure de données sur mesure pour les privacy rules bubble. Et si vous l'avez pas réfléchi dès le début, vous allez galérer et devoir tout refaire. Donc, y réfléchir avant, ça me paraît indispensable, mais également les implémenter. Dès que vous savez à peu près ce que vous allez faire, vous mettez en place les privacy rules. Tout simplement parce que si vous le faites à la fin, il faudra tout retester dans votre application, parce que ça veut dire que certaines données ne seront pas disponibles, soit des champs, soit des records qui ne seront pas disponibles dans les recherches, dans des cas que vous n'avez pas anticipés, et donc concrètement que les fonctionnalités de votre application ne marcheront plus. Donc, faites-le dès le début, comme ça, au fur et à mesure de votre développement et donc des tests dans le développement, vous vérifiez déjà que les données dont vous avez besoin sont accessibles. Et vous n'avez pas besoin de refaire le travail une deuxième fois. Justement, dans ces tests, pensez aussi à bien tester avec les différents rôles. Généralement, quand on développe, on s'est fait un compte admin qui a tous les droits et en fait, on fait tous les tests avec ça, sauf que c'est une mauvaise idée, parce que ce qui marche pour l'admin qui a accès à tout, peut ne pas marcher pour d'autres personnes qui n'ont pas certains droits, qui pourtant sont nécessaires dans la manière dont l'app est conçue. Donc vraiment, pensez à bien tester les différents rôles quand vous testez voilà, au fur et à mesure du développement de votre application, et pas juste à la fin. J'en ai parlé, mais les conditions ne remplacent pas les contraintes dans les recherches. Voilà, sachez... Notamment, si vous voulez, retrouver les données d'un utilisateur ou d'un espace de travail en particulier, mettez-le dans votre contrainte de recherche. Si en revanche, ça commence à entrer dans des considérations un peu, complexes de: «Alors je veux le suivi des temps dans un espace de travail de l'utilisateur en cours ou de tous ces N-1, N-2, etc.» Là, on commence à aller dans des logiques complexes. Ces logiques complexes-là sont plus faciles à implémenter dans les privacy rules. Donc concrètement, vous aurez une recherche do search avec une contrainte sur l'espace de travail, et le reste, en fait, sera plutôt défini au niveau des privacy rules. Donc, à quel temps la personne peut accéder ou pas, ça, ce sera défini au niveau des privacy rules. Donc, c'est important de bien y réfléchir en amont et de comprendre comment tout ça marche pour utiliser vraiment le bon outil au bon endroit. Et ben voilà pour cette première partie théorique. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour monter en compétences ou pour démarrer une app sur des fondations qui sont solides, besoin soit de concevoir la structure de l'app, la base de données, et cetera, soit revoir ce que vous avez fait, vraiment n'hésitez pas à vous faire coacher. Vaut mieux se rendre compte au début qu'il y a des choses à améliorer qu'à la fin du développement se dire: «Purée, en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire». C'est pas spécifique à Bubble, c'est un conseil que je donne en général, ne pas hésiter vraiment à se faire coacher, ou même pas forcément du coaching, mais juste d'en discuter avec des collègues du même niveau que vous, mais dire: «OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des failles un peu?» Ça peut vraiment faire une grosse différence.
Après, le coaching, j'en propose sur coachingnocode.fr. Vous retrouverez ça dans mon bento. Mais voilà, sinon, vous allez voir votre freelance Bubble préféré. Il y a des chances qu'il ou elle en propose. Si vous avez suivi une formation, il y a des chances que soit ils aient un service ou du moins des gens à recommander pour faire ça. Voilà, je suis pas forcément là à dire prenez absolument du coaching avec moi. Je suis plus à dire faites-vous accompagner et faites-vous accompagner avec des gens avec qui vous vous sentez à l'aise et à qui vous faites confiance. Et tout ça, donc on a vu la théorie, mais concrètement, ouais, je reprends juste la remarque de Catherine qui est très pertinente, c'est éviter les usines à gaz. Les privacy rules peuvent permettre d'aller très loin, mais ça peut permettre aussi d'aller trop loin. C'est pas parce que vous pouvez le faire avec les privacy rules qu'il faut le faire avec les privacy rules. On peut faire des choses très très complexes, très très sophistiquées avec les privacy rules. J'en ai fait déjà, et c'était pas toujours une bonne idée. Voilà. Il y a des fois où, avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû partir sur un truc tellement plus simple. Ça aurait été plus simple pour moi pour le développement, mais aussi pour le client et les utilisateurs. En fait, des privacy rules complexes, ça se traduit aussi souvent par des interfaces de gestion de qui a accès à quoi, qui a le droit de faire quoi, etc., dans l'interface utilisateur, qui vont être elles-mêmes complexes. Et des fois, c'est ajouter de la complexité à l'utilisateur, alors qu'en fait, il n'en a pas besoin. Et le petit delta de valeur que ça lui apporte est très largement négativement compensé par le surcroît de complexité dans l'application en général, qui en plus peut pas mal nuire aux performances. Alors, c'est quoi un exemple de budget de coaching? Combien de temps dure un accompagnement? Ça dépend. L'ordre de grandeur, on va dire, c'est une centaine d'euros hors taxe par heure. Il y en a qui sont un peu en dessous, hein, il y en a qui sont un peu au-dessus. Moi, je suis à peu près dans ces eaux-là. Le taux horaire va légèrement changer en fonction de la durée de coaching. Et après, ça dépend vraiment. Si le but est de faire un passage sur une app pour voir quelques points en particulier, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie de coaching peuvent suffire. Sinon, ça peut être du coaching 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois. Enfin, ça dépend vraiment. Est-ce que le but, c'est de débloquer sur une application? Est-ce que le but, c'est de commencer une application? Enfin, voilà, il y a un problème spécifique sur une application, je veux le débloquer. Est-ce que c'est de commencer une application sur des bonnes bases? Est-ce que c'est plus une logique à long terme de monter en compétences et que régulièrement, on fait un point, on revoit les choses, on partage? Voilà, donc il n'y a pas une réponse toute faite, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour monter en compétences. Moi, je suis assez largement autodidacte sur Bubble. J'ai commencé à être, à arrêter de faire des bêtises, on va dire, et à faire les choses vraiment carrées au bout de 2 ans. Au bout de 3 ans, je commençais à avoir un niveau plus pointu et c'est là, au bout de 4 ans, que je me dis: «OK, là, je sens vraiment qu'il y a des choses qui mettent en place». C'est pour ça aussi que c'est maintenant que je fais ces lives, parce que ça m'aide un peu à finaliser, à structurer ces, toutes ces choses que j'ai un peu assimilées au fur et à mesure, de manière informelle, et ça me permet de dire: «OK, là, maintenant, je me pose sur un sujet. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi les bonnes pratiques?» et cetera, et j'en profite pour partager tout ça aussi. Mais Bubble, c'est un des outils no code les plus complexes, clairement. Ça prend du temps de maîtriser ça, et c'est pas simple. Et si, notamment, vous commencez à faire des applications clients, sachez que vous engagez votre responsabilité de plusieurs manières, votre responsabilité commerciale, d'image, etc., mais aussi votre responsabilité légale, juridique. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un pour de l'argent, vous avez une obligation d'être compétent et compétente pour le faire. Et si c'est pas le cas, le client peut se retourner contre vous en justice. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en pratique, enfin c'est un peu subtil, mais bon, ça veut juste dire que assurez-vous de faire les choses propres. C'est pas parce que vous n'avez pas facturé très cher que vous n'avez pas d'obligation. Et donc ces privacy rules, pour y revenir, sont
Voilà, c'est important de connaître cette théorie qu'on vient de. Ouais, je rebondis sur ce que dit Claire. C'est effectivement, en tant que prestataire, on a aussi un devoir de conseil. Un devoir de conseil, ça veut dire, dire au client quand quelque chose qu'il veut est une mauvaise idée. Ça veut aussi dire, admettre des fois quand on est dépassé et se dire, bah, là, je vais faire appel à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Moi, j'interviens régulièrement pour des freelances, voilà, qui ont des missions et qui, sur un point en particulier, se disent: «Là, j'ai peut-être plus trop pied, je vais contacter quelqu'un pour être sûr de pas faire de bêtises, quoi». Ouais, je rejoins Xavier sur le fait que les clients ont souvent des mauvaises idées. Pas que des mauvaises idées, mais souvent les clients ont beaucoup d'idées et dans l'eau, il y en a des mauvaises. Et en fait, c'est notre rôle en tant que prestataire de les aider à faire le tri, à prioriser. Et bah, avec l'expérience, on sait qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. On sait qu'il y a des choses, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Peut-être que si l'application marche, plus tard, on ajoutera ça, mais que pour l'instant, ce serait vraiment euh, un gaspillage de temps, d'argent et d'énergie de le faire. Bref, les privacy rules, la théorie, c'est bien, mais ce qui est important, c'est aussi Heu, la pratique. Et donc là, on va voir des grands modèles de privacy rules qui sont, adaptés à, des cas pratiques spécifiques. Voilà, quand pour différents types d'apps ou différents types de données qu'on manipule, une même app peut mêler, heu, différentes logiques de privacy rules. Il y a pas de souci là-dessus, il faut juste s'assurer que c'est pas une usine à gaz. Donc on va voir comment on gère des pages publiques et des pages privées. Voilà, il y a des profils utilisateurs, certains sont publics, d'autres sont privés. Comment on fait? Comment on peut partager un objet? Je veux partager un projet, une proposition commerciale à certains utilisateurs en particulier, ou alors je veux le partager par un mot de passe. Voilà, les gens ne sont pas identifiés, juste les personnes qui ont le mot de passe auront accès à cet objet. Comment on fait? Je veux faire un réseau social avec, une logique de post et cetera. Comment, les gens peuvent accéder? Ce qui se rapproche un peu d'ailleurs de du des applications de messagerie dont nous parlait Give Me a Break juste avant. Et ensuite, si je veux faire un SaaS, voilà, un outil avec des utilisateurs qui ont chacun, leur espace, alors s'ils ont leur espace personnel, ils sont tout seuls, il y a pas d'histoire de collaboration, ou s'il y a de la collaboration avec des logiques d'équipe et cetera, comment ça se gère? Quels sont les privacy rules qu'on peut mettre en place? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, si vous êtes sur YouTube ou juste après la pause. Si vous êtes en live sur Twitch, restez avec nous. À tout de suite.